Bonjour à tous. Donc, on va commencer la... Ah, il n'y a plus la projection. On va commencer la séance sur la kinésithérapie en question. Donc, vous avez la chance d'avoir deux super kinésithérapeutes auprès de vous. Mathieu Lacombe, l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Voilà. Et puis, Nicolas Audac, qui est kinésithérapeute belge à la clinique Saint-Luc. C'est clinique Saint-Luc, l'hôpital Saint-Luc. Saint-Luc, à Bruxelles. Voilà. Donc, je laisse là. Et Marie-Françoise Lavallée, qui va représenter ici les patients. Voilà, délégué départemental à FM. Voilà, donc la parole est à Mathieu, commence. Super. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Nous allons donc vous présenter, en fait, l'idée c'est pendant cette heure qu'on puisse parler de la kiné, plutôt sur un regard croisé, c'est-à-dire qu'on puisse réfléchir ensemble sur l'action du kiné dans la prise en charge des patients Duchenne et Becker à l'âge adulte. C'est une question qui m'intéresse forcément. Moi, je suis kiné depuis une vingtaine d'années dans une réanimation qui prend en charge essentiellement des patients adultes sur des problèmes respiratoires, mais avec une gestion plus générale aussi de l'orthopédie et de la rééducation des patients qui viennent à l'hôpital. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'abord une présentation un peu générale, une sorte de tour d'horizon d'un certain nombre de points de la prise en charge du kiné, sans forcément rentrer dans les détails, sans être exhaustif évidemment. Et je vais essayer de faire tenir ça en 25-30 minutes. Et il faudra me couper si je suis un petit peu trop long. Alors juste en préambule, se dire que évidemment, on sait tous les progrès qui ont été réalisés depuis une trentaine d'années dans la prise en charge des patients présentant des dystrophies musculaires de Duchenne ou Becker, avec une amélioration à la fois de la prise en charge ventilatoire, des modes ventilatoires qui sont de plus en plus performants, des interfaces qui sont de plus en plus performantes, des méthodes de désencombrement, et ça nous intéresse en premier lieu en termes de kiné, pour assurer le désencombrement bronchique. Ah oui. Et donc, en fait, tous les progrès, qui soient respiratoires, sur l'insuffisance cardiaque ou sur la gestion de la faiblesse musculaire, a permis vraiment en une trentaine d'années d'augmenter très notablement l'espérance et la qualité de vie des patients. Et moi, en tant que kiné, forcément, je me pose la question des progrès qui ont été réalisés sur ces 30 ans aussi dans mon métier, donc en tant que thérapeute, en tant que kiné. Et est-ce qu'il y a des spécificités en lien avec la prise en charge de l'âge adulte? Et quand je me suis posé la question, que j'ai essayé de construire cette présentation, je me suis dit que la première chose, peut-être diapo suivante s'il vous plaît, je pense que s'il y a quelque chose qui est déterminant, c'est en tant que kiné, c'est de se dire qu'il faut qu'on s'inscrive dans l'évolution de la prise en charge du patient. On sait ce que le patient a pu bénéficier comme traitement pendant l'enfance et on sait vers quoi les problématiques vont devoir être forcées, notamment au niveau respiratoire. Quand je parle de la myopathie de Duchenne, on voit par exemple qu'à 18 ans, eh bien, en fait, les phénomènes scoliotiques ont été gérés par de la kiné, un corset, une arthrodèse vertébrale, l'insuffisance de force des membres inférieurs et des membres supérieurs ont nécessité la mise en place d'un fauteuil roulant électrique, d'aide technique pour essayer de favoriser la mobilité des membres supérieurs et compenser le déficit de fonction motrice à ce niveau-là. Et au niveau respiratoire, les patients peuvent bénéficier déjà d'une ventilation non invasive pour prendre en charge l'hypoventilation alvéolaire, et on va accompagner les patients dans cette ventilation non invasive qui pourra se poursuivre vers une ventilation invasive, une trachéotomie si nécessaire. Et puis il y a toutes les Oui. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Pendant ce temps. Moi, je veux simplement vous dire que Marie-Françoise Lavallée, donc pour ceux qui nous écoutent, je suis maman concernée. J'ai 2 enfants, dont un jeune homme Duchenne qui va faire bientôt 40 ans.
c'est vrai que la prise en charge kiné, très tôt, on a été obligé de mettre en place la kiné, de choisir le kiné. C'est vrai que c'était un peu difficile au début, hein, parce que il fallait que ce soit quand même cohérent par rapport aux soins qui étaient demandés. C'est vrai qu'avec l'AFM, on était quand même sacrément éclairé, sacrément soutenu. Et j'avoue que dans sa petite enfance, on a été obligé de changer de kiné 5, 6 fois. Bon, voilà, on n'avait pas de changer de domicile, mais on a changé de kiné. Et jusqu'au jour, on a trouvé une pépite. Vraiment une pépite qui est à nos côtés. Il fait partie de la famille. Et c'est un cabinet de kiné. En fait, c'est vraiment un conseil que je donne aux familles. Prenez des cabinets parce que quand ils sont plusieurs, ils peuvent se relayer. Et c'est vrai que dans ces pathologies qui s'accentuent, je dirais, avec la durée de vie, il faut vraiment cette prise en charge capitale et très, très importante. Mon fils est aujourd'hui trachéotomisé, ventilé. Et c'est vrai que le couve-assist, c'est hyper important. Bon, voilà. Donc, c'est bon pour vous? Vous avez fini? Et donc, voilà. Bon, l'importance, c'était ce témoignage que je voulais dire. C'est vrai que c'est très dur de trouver un kiné aujourd'hui dans le libéral. Voilà. Il faut vraiment, lorsqu'on pense à déménager, j'ai envie de dire, avant de déménager, pensez à chercher le kiné d'abord. Hein, parce que, mais c'est vrai, c'est très, très dur. Et voilà, en tout cas, c'est un lien, le kiné, c'est un lien très fort avec Benoît, mon fils. C'est le moment de la séance, c'est hyper important. C'est aussi un confident, c'est aussi un... Bon, voilà, c'est des choses hyper importantes et sur un plan physique, physiologique et psychique, j'ai envie de dire. C'est vraiment... voilà. Bon, je continuerai tout à l'heure. Alors, je rebondis sur ce que vous nous dites parce que nous, on en a bien conscience. Alors, je suis un hospitalier, donc je suis dans un monde un peu particulier qui est hors situation de ville ou domicile. Et on sent bien cette difficulté qu'on a. J'en parlerai un peu plus tardivement, mais où on peut peut-être, si vous le souhaitez, en parler plus rapidement. Et la nécessité de la prise en charge de la continuité du soin entre le milieu hospitalier ou les structures et le domicile, c'est vraiment, je pense, un défi majeur. Là, sur cette présentation, je vous montre un petit peu le monde idéal. C'était un peu mon point de départ, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que kiné, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place. Je peux les lancer les uns après les autres. Il y a comme ça beaucoup maintenant de connaissances qui continuent à vivre sur quelle prise en charge, quelles sont les limites de notre prise en charge, qu'est-ce qu'on peut faire, des approches très techniques aussi, des innovations. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Un point fondamental, c'est trouver le bon kiné, le kiné qui va pouvoir répondre aux problématiques spécifiques du patient qui présente une myopathie de Duchenne ou Becker. Et ça, c'est pas forcément évident parce que le kiné libéral, il est d'abord polyvalent. Contrairement à moi, qui suis très spécialisé autour d'un domaine, on demande au kiné libéral d'être polyvalent et de prendre en charge sur un temps souvent relativement normé, c'est-à-dire en soi c'est 30 minutes, une séance de kiné, un patient qui réclame évidemment et forcément beaucoup plus de temps. Donc c'est compliqué. Et en plus, c'est des choses c'est une prise en charge qui se fait le plus souvent à domicile. Et donc c'était une de mes dias. Je pense qu'il y a l'idéal que je pourrais vous présenter là. Et puis, il y a le possible et ce qu'on peut arriver à faire actuellement dans la vraie vie au domicile. Et c'est cette distorsion un peu sur ces deux plans qui, je pense, nécessite encore d'être travaillée, d'aller... C'était une de mes questions, un échange que j'aimerais avoir avec vous. C'est qu'est-ce qui pourrait permettre de faciliter à domicile la prise en charge? Parce que sinon, actuellement... les familles, moi, le plus souvent, quand je demande à une famille d'un patient qui va retourner à domicile, qui a eu des problématiques respiratoires, en général, je dis, mais alors, comment ça se passe à la maison? Très souvent, je n'ai pas de chiffres, mais très souvent, on me dit, la kiné respiratoire, c'est moi, c'est-à-dire que c'est la famille.
Oui, parce que c'est elle qui répond à 8 heures du matin ou à 7 heures, ou à 7 heures du soir à un éventuel encombrement. Donc, c'est souvent la famille qui devient un peu expert dans l'usage du cofassiste, par exemple. Et le côté mobilisation, il va être dévolu au kinésithérapeute. Je dis pas que je parle de quelque chose, c'est pas forcément, c'est peut-être pas votre situation, mais je trouve qu'effectivement il y a des choses à. Est-ce qu'il faut faire des réseaux? Est-ce qu'il faut demander à ce que la kiné puisse non pas être normée sur 30 minutes à domicile, mais sur un temps plus long, en prenant en compte toute la nécessité du temps passé, parce qu'il y a de l'écoute. Si on continue un peu le diaporama, on sait que étirer des muscles, c'est aussi les masser, les préparer à un étirement. On n'est pas en train d'étirer rapidement comme ça un muscle en 15 secondes. Donc ça prend du temps, la prise en charge d'un patient qui a une dystrophie. Et pour l'instant, il y a peut-être une distorsion entre ce que propose le soin à domicile et la réalité de ce qu'on voudrait et l'idéal que l'on souhaiterait tous pour la prise en charge des patients. Donc c'est un point vraiment, vraiment important. Ouais. Ah oui, excusez-moi. Julien, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, je voulais faire part un petit peu de mon expérience par rapport à ce que vous disiez. Pour l'instant, on ne vous entend pas. Mais pourtant, votre micro semble ouvert. C'est peut-être de notre côté que ça fonctionne pas. C'est dommage. Je crois qu'on va vous entendre. Vous m'entendez? Oui. Oui, ça fonctionne. Super. Alors, oui, par rapport à la kiné à domicile, effectivement, donc je m'appelle Julien Marie, j'ai 34 ans. Je suis atteint d'une myopathie de Duchenne. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Je vais répéter la question ensuite, Julien. Ah, d'accord. Ouais. En fait, non, c'était pour dire que, donc, moi, en tant que myopathe de Duchenne, la kiné, effectivement, on fait en domicile. Donc, on arrive à s'arranger. Puis, effectivement, je connais bien le kiné maintenant depuis très longtemps. Donc, ça se passe bien. Mais au-delà de cette kinésithérapie, justement, avec des professionnels de santé, moi, par exemple, depuis toujours, suite à mes opérations de ténotomie, notamment, et l'arthrodèse, j'ai toujours conservé une verticalisation le plus possible et des attelles, par exemple, moi, mes attelles, je les mets des nuits complètes. La verticalisation, j'en fais une bonne heure par jour. Après, il y a l'inhibiteur de pression, le Bird, que beaucoup de monde connaît, que je fais aussi régulièrement. Et c'est pour dire qu'en complément, des fois, quand c'est difficile de trouver un bon kiné ou que les formations des kinés ne sont pas toujours aussi adéquates, je pense que c'est un plus de pouvoir, entre guillemets, faire de la kiné via des machines. Mais ça ne remplace pas, évidemment, le personnel et ses compétences. Mais ça peut, des fois, aider. Et puis après, il faudrait aussi peut-être revoir pour, par exemple, que des séances de kiné durent 1 heure et qu'il y ait peut-être des spécificités pour les maladies neuromusculaires en général par rapport à l'organisation médicale. Voilà, c'était un petit commentaire, c'est tout. Merci. Ok, merci Julien. Est-ce que tout le monde a entendu du coup l'intervention? Peut-être une remarque? Je m'adresse à vous, kiné. De mémoire, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de spécialité dans vos études par rapport à ces maladies rares. Est-ce que c'est toujours le cas? Entre autres, parce qu'effectivement, on parle du choix du kiné, donc on peut être effectivement orienté par l'hôpital avec certains kinés, parce que le choix du kiné, effectivement, est extrêmement important et le lien est plus qu'important. Et je ne reviendrai même pas sur la période du Covid,
Donc heureusement, il y a quelques pépites dispersées parce que je crois qu'on en a une aussi et on va la garder pour nous. Mais du coup, j'aimerais vraiment qu'on aborde le sujet parce que comme vous disiez, vous étiez plutôt spécialisé et dans votre slide et dans le monde idéal, voilà. Sauf que, est-ce que c'est si évident que ça pour l'ensemble des kinés et leur formation Carrément. Racine, je suis parfaitement d'accord avec vous. Si je prends l'exemple, donc je vais complètement détourner mon PowerPoint, mais c'est très bien. Enfin après, on va complètement changer d'idée. Et je vous donne juste un exemple qui me touche peut-être le plus. On a développé de plus en plus maintenant des techniques de désencombrement, et notamment le COFASIST, qui est un appareil qui donne de l'air, reprend l'air et qui va compenser le déficit des muscles respiratoires pour que les patients toussent plus efficacement. À l'hôpital, quand est arrivé cet appareil, on s'est aperçu à quel point il y avait un intérêt à utiliser cet appareil, sauf qu'il n'y avait pas forcément de relais à domicile. Et il y a une étude intéressante qu'avait fait un kiné en 2010 qui s'appelle Thomas Perron et qui avait interrogé 240 kinés et qui leur avait posé la question: est-ce que vous avez des patients neuromusculaires que vous prenez en charge? Oui, à 70%. Est-ce que quand vous faites de la kiné respiratoire, vous utilisez des compressions avec vos mains qu'on sait souvent ne pas être suffisamment efficaces? Eh bien, c'était oui à 90%. Est-ce que le patient avait un appareil de désencombrement spécifique? Oui, à 69%, il me semble. L'avez-vous utilisé? Oui, à 9%. C'était il y a 12 ans. Hein. Les choses ont changé. En voyant ça, on s'est dit, mince, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on forme les kinés libéraux, parce que sinon les patients reviennent pour encombrement en réanimation. Pour 3 jours de COFASIST, on va dire, j'exagère, mais sur une atteinte respiratoire qu'on va gérer à l'hôpital, je ne sais pas combien coûte la journée à l'hôpital, mais peut-être 2500 € en réanimation. Et ensuite, il va repartir en ville, là où on aurait pu trouver une solution en faisant de la prévention. Donc nous, ça nous a beaucoup questionné. Et avec Christian Deveau, qui n'est pas là pour le moment, mais on a essayé d'inviter les professionnels de santé de ville pour les former. Et en fait, on l'a fait pendant plusieurs années, on a toujours eu beaucoup de mal. Et je rebondis sur votre message. J'ai l'impression que j'ai trouvé la meilleure solution que j'ai pu trouver, c'est infiltrer, entre guillemets, la formation initiale. Et la vraie solution, c'est dès le départ, dans les IFMK, dans les instituts de formation initiale en kinésithérapie, les sensibiliser aux problématiques spécifiques, pas de façon peut-être extrêmement pointue, mais sur des points essentiels, comme par exemple le désencombrement bronchique. Et ça marche, parce que je sais que depuis plusieurs années, les étudiants sortent en connaissant les appareils, et donc se retrouvent ensuite à domicile avec non plus la peur de l'utiliser ou le laisser aux parents qui, eux, savent l'utiliser parce qu'ils ont rencontré le kiné. Mais je crois que une des solutions, en tout cas, que j'ai pu trouver, il y aurait idéalement des réseaux, ça existe, des réseaux structurés, mais en tout cas, la sensibilisation en formation initiale est, je pense, une bonne manière d'assurer une meilleure prise en charge ensuite au domicile. Voilà. Il y en a sûrement d'autres, des propositions, mais c'en est une en tout cas. Oui, je disais ce qu'on fait nous par rapport aux familles, c'est du soutien téléphonique, quoi. Moi, mon kiné, il peut appeler ton kiné, il peut se mettre en lien. Enfin voilà, qu'on essaye de faire des réseaux un petit peu qui se soutiennent, quoi, et puis qui puissent avoir la prise en charge correcte, quoi. Voilà. Nicolas, n'hésite pas. Hein. Oui, je rebondis sur ce que disait Madame Lavallée. Je pense que vraiment, dans le milieu du libéral, ce qui manque vraiment, c'est tout ce qui va être la mise en lien et le partage de compétences, finalement. De vraiment pouvoir compter sur son collègue qui est à 3 km, mais qui a une compétence que nous, on n'a pas forcément, et du coup, de pouvoir échanger et se mettre en lien là-dessus. Et la mise en lien, elle est souvent difficile, en fait, sur les territoires. Et ça me donne l'idée de me dire, est-ce que dans des situations d'urgence, par exemple, quand un week-end, mon kiné libéral, il n'est pas dispo pour venir faire ma séance de kiné respi,
et que je me retrouve dans une situation d'urgence, plutôt que d'aller consulter aux urgences, parce que là, il y a vraiment besoin de pouvoir mettre en place des équipes mobiles un peu... voilà, alors, je ne sais pas si ça existe déjà, hein, des équipes mobiles de kinés qui interviennent un peu en urgence. Enfin, voilà, mais voilà, ça peut être... Alors, juste pour vous répondre sur des équipes mobiles, je pense que c'est le rêve de tout kiné et de tout patient. Et je ne sais pas si, malheureusement, dans la conjoncture actuelle des soins de santé, c'est quelque chose qui va être possible. Par contre, je rejoins Mathieu et pour répondre un peu à vos différentes questions, je pense que l'essentiel, c'est vraiment la formation des kinés et la formation à la base. Et je pense que ça soit les matériels d'inexsufflation comme le coff assist, que ce soit l'aspiration, que ce soit les trachéos, que ce soit l'utilisation des percussionnaires, etc. C'est quelque chose qui, si on l'apprend à des kinés qui exercent depuis 5, 10 ans, qui se sont peut-être spécialisés dans autre chose que le respiratoire, mais qui font de temps en temps de la kiné respiratoire, c'est quelque chose qui fait peur. Et en fait, moi, je travaille dans un hôpital universitaire de référence et on a des patients compliqués et souvent, on est face au dilemme de comment on va renvoyer les patients à domicile parce que pour prendre en charge un patient qui est trachéotomisé ou un patient qui a besoin d'une prise en charge très importante au niveau respiratoire, on a appelé à tel kiné qui habitait dans son coin. Et encore, la Belgique, c'est assez petit. On n'a pas le problème de la dispersion de la France, mais parfois, on se retrouve à avoir des patients qui vont dans un coin où il y a 10 kinés. Et en fait, on a appelé les 10 kinés. Ils sont « Ah ouais, non, mais ça, c'est... » Non, ça c'est compliqué. Ça c'est vraiment non, ça je peux pas. Ou vous savez, moi je travaille pas le week-end et puis le mercredi je dois aller chercher mon fils et donc du coup je sais pas assurer des soins en permanence. Et donc ça c'est vraiment très très important. Je pense comme l'a dit Mathieu que ça doit être quelque chose qui doit être inculqué au kiné et démystifié dès le début. Et en fait, au final, moi je pense que gérer une trachéo, faire du coff assist, c'est nettement plus facile que faire une rééducation de cheville d'un sportif ou de quelqu'un qui doit avoir à courir très bientôt. C'est simplement parfois dans on va dire l'appréhension des kinés. Et peut-être s'il y a des réseaux qui doivent se faire, c'est maintenant des réseaux de formation et d'information et avoir des teachings pour les kinés pour que on puisse aller vers les patients. Par rapport aux équipes mobiles, je pense que quelque chose qui pourrait être utile, c'est d'avoir quelqu'un de l'hôpital qui puisse dire « Ok, on ne trouve pas de kiné dans cette zone-là, mais par contre, il y a un kiné qui est prêt à écouter et qui est prêt à se former. On délègue quelqu'un qui va juste lui expliquer la machine. » Parce que nous, on apprend à utiliser le coff assist à des familles. Je ne vois pas pourquoi un kiné qui travaille depuis des années ne serait pas capable. C'est souvent la peur, moi, je pense, qui pose problème. Moi, le premier qui travaille en réanimation où on a des médecins, une saturation, une fréquence cardiaque, on a beaucoup de garde-fous et d'indicateurs qui nous permettent de façon très sereine, avec tout le matériel nécessaire. Je vois bien que me projeter dans le milieu, dans l'environnement du patient à domicile, c'est pas quelque chose de simple. C'est vraiment, surtout quand on touche à la respiration. Nous, à Garches, ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est de faire en sorte qu'on puisse former. On n'arrive pas à toucher directement le kiné, c'est très rare. Vraiment, c'est très rare. De temps en temps, souvent, on demande à ce que le kiné puisse nous appeler s'il avait la moindre question. Ça arrive de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Donc, on a l'intermédiaire des familles. Alors, il y a du pour et du contre, j'en conviens, mais souvent, on forme le patient, qui est quand même l'expert dans sa prise en charge. On forme la famille, au moins une personne ou un aidant, dans l'idée qu'il puisse être aussi, il puisse véhiculer un petit peu le savoir-faire ou la manipulation de l'appareil. Ça a du pour et du contre. Je rebondis sur une étude que j'ai pu lire qui est australienne et qui était intéressante parce que dans ce pays où il y a un éloignement important des patients par rapport aux services de soins, l'idée c'était former les familles à l'usage du coff assist par exemple et faire en sorte qu'ils puissent prendre en charge les situations d'encombrement qui étaient difficilement gérables du fait de la distance.
Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que c'est donc des questionnaires de qualité de vie qui témoignent de la satisfaction de tout le monde, du patient, de la famille, de pouvoir gérer. Avec un bémol quand même, parce que cette solution, elle est aussi très intéressante, mais il y a un bémol, c'est quand même que la famille devient expert dans une prise en charge avec des missions qui ne sont pas les siennes. Et effectivement, c'est quand même une limite dans tout ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'idée, je pense, c'est la solution, moi, que je trouve, c'est essayer de continuer à sensibiliser, comme disait Nicolas, en formation initiale pour effectivement enlever cette peur de la manipulation de la trachéotomie et y greffer un cophaciste pour assurer un désencombrement. C'est également essayer, pourquoi pas, de s'organiser en réseau. Ça existe. En France, il y a des réseaux bronchioliques, des réseaux sur la prise en charge du BPCO. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire de cet ordre-là. On va avoir un souci, c'est que on est dans le cadre de maladies rares et donc forcément les réseaux ne peuvent pas être aussi puissants et importants que des pathologies plus communes. Donc voilà, on a des pistes de réflexion. Je pense qu'il y a aussi l'évolution du matériel qu'on oublie, mais maintenant on a quand même des cophacystes, je reste un peu sur cette idée-là, mais qui avec 2 boutons, une fois réglés, peuvent permettre d'effectuer une séance sans difficulté une fois que l'appareil a été réglé. Et puis il y a les prestataires dont la mission est importante et qui font du lien quand même en France entre la prescription qui est réalisée dans les services de soins et le domicile. Et l'équipe mobile, je pense que c'est une super idée. Je pense que ça serait vraiment idéal. Et je crois qu'il y a quelques pistes qui sont en cours sans en dire davantage, mais on est confronté au problème du financement aussi de ce genre de services supplémentaires. Mais c'est sûr que ça serait un vrai plus. Ou un service d'urgence qui serait centralisé de façon régionale en se disant, voilà, il y a des astreintes qui sont organisées avec des formations. Un peu, on pourrait prendre les modèles de différents réseaux respiratoires qui existent en kiné. Donc c'est vraiment des pistes qu'il faut creuser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Merci. Là, on parle effectivement donc de tout accès kiné et reconnaissance aussi donc au niveau des spécificités. Pour notre petite pépite, je sais qu'elle se renseigne beaucoup et essaye justement de se faire entre guillemets ce qu'elle appelle ses mises à jour pour justement être sur les derniers, je sais pas comment on dit, les derniers gestes. Enfin, c'est pas les bons termes, mais vous voyez, enfin, je pense que vous m'avez comprise. Et après, il y a aussi il y a autre chose dont on ne parle pas, et là vous n'en êtes pas responsable, mais il y a ce qui est pris en charge. Moi, la kiné que j'ai choisie, elle est un peu loin de mon domicile. Et je vous passe tous les détails et toutes les galères avec nos amis de la sécurité sociale pour pouvoir atteindre ce kiné qu'effectivement on a choisi et qui est plus loin que le kiné qui est juste à côté de chez moi. Mais il a été choisi pour des raisons autres et que cette personne-là, elle fait l'effort de se former et s'informer, mais il n'y a aucune reconnaissance en fait. Et du coup, aux yeux de la Sécu, c'est non madame quoi. Alors évidemment, c'est la santé qui prime et du coup on passe sur ça et on continue à le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà des combats qui sont difficiles et on a en plus des freins administratifs qu'on ne peut pas comprendre et concevoir malgré tout. Et je trouve que c'est dommage que ces kinés-là n'aient pas une reconnaissance supplémentaire, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, mais... Après, les choses avancent quand même un petit peu à ce niveau-là. Alors, il y a évidemment l'aspect, on va dire, moyen financier. Et je pense que n'importe quel kiné en libéral vous expliquera aussi que venir à domicile pour voir un patient qui présente une myopathie de Duchenne trachéoventilée en lui laissant 30 minutes pour assurer une prise en charge, je peux continuer mon diaporama, mais en fait, c'est forcément impossible pour faire de la mobilisation des 4 membres, éventuellement un peu de désencombrement ou de l'hyperinsufflation, ou éduquer le patient et la famille sur un certain nombre de points, gérer une éventuelle douleur. Effectivement, ça sera pas possible. Et donc, je pense qu'il y a peut-être une information à avoir auprès
Tu veux prendre la parole? Je vais apporter une petite précision, c'est que, voilà, moi je suis Christian Deveau, je suis kiné conseil à la direction des actions médicales. Au niveau des actions médicales, avec la direction action publique, Christophe Duguay, on fait une action, on a fait un argumentaire qu'on a présenté à la Fédération française des masso-kinésithérapeutes, au syndicat, et qui vont négocier avec les ministères, avec la CEPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, pour revaloriser cette prise en charge à domicile, voilà, des patients neuromusculaires. Donc, l'AFM fait actuellement une politique pour essayer de revaloriser ces actes, et notamment les déplacements. La petite précision que je voulais apporter, Mathieu. Et puis on peut peut-être parler aussi du travail de Caroline, qui est kiné conseil, Caroline Schmidt, qui travaille avec Christian Deveau, et qui est en train de finaliser en fait un questionnaire qu'elle souhaite proposer aux kinésithérapeutes qui prennent en charge des patients neuromusculaires pour affiner un petit peu les besoins d'information, de formation qui serait nécessaire d'avoir pour guider un peu cette prise en charge. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être lancé. Donc voilà. Donc en fait, voilà, il y a des pistes comme ça qui avancent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une piste unique en fait. Finalement, on voit bien qu'il y a plusieurs propositions et qu'il faut essayer de faire avancer l'ensemble de ces propositions-là. Oui, je voulais parler du soutien des réseaux associatifs qui nous soutiennent par rapport à la ventilation à domicile. Tout le matériel qui est mis à disposition au domicile, quoi, entre le Couveau Assist, les sondes, les AcuVac, etc., etc. Je trouve qu'on a beaucoup de chance parce que je suis en lien avec des familles marocaines ou algériennes. Je trouve qu'en France, on a quand même ce soutien. C'est quand même très beau on a des appels, on est soutenu, malgré les horaires, certaines fois on a quelqu'un qui nous répond, on a un problème avec la machine, hop, il y a quelqu'un qui vient, qui nous change la machine. Je trouve qu'on est quand même soutenu dans notre parcours, ce chemin difficile certes, mais il y a des personnes ressources et il ne faut pas hésiter à se mettre en lien avec ces associations, parce que j'ai rencontré des familles qui ne faisaient pas appel, et c'est vrai que c'est hyper important. Voilà. Et comme vous le dites, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des moyens. On a quand même des moyens humains et matériels. Et je rebondis sur ce que disait Louis tout à l'heure. La kinésithérapie, si on le prend sur le sens littéral du terme, si c'est la thérapie par le mouvement, effectivement, elle n'est pas en lien uniquement avec le kinésithérapeute, mais la kinésithérapie, c'est des adaptations faites par des ergothérapeutes, un positionnement qui permet de faciliter l'usage du membre supérieur. C'est des activités, maintenant on sait qu'il y a en train de se développer des activités physiques adaptées, des APA qui, j'espère, vont proposer de plus en plus de possibilités. Donc, je pense que c'est quelque chose d'un peu tentaculaire qui avance quand même dans le bon sens. Peut-être pas assez vite, mais voilà. Et pour faciliter le mouvement, et puis effectivement, on parlait des postures, des innovations technologiques. Je crois que hier, vous avez eu la chance d'avoir une présentation sur les exosquelettes. Par exemple, il y a des systèmes maintenant d'exosquelettes qui permettent de pallier au déficit au niveau proximal chez les patients, par exemple, Duchenne, pour avoir un cône de préhension plus important au niveau des membres supérieurs. Donc, voilà, les choses avancent sur ces différentes directions. Ça ne va pas assez vite. Le lien hôpital-ville, il doit être renforcé. Il nous manque encore un lien plus fort entre les deux structures. Et je pense j'espère bien qu'on va y arriver, mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de travail. Oui. Ouais. Pardon. Ouais, Julien, excuse-moi, tu veux prendre la parole ? Oui, vous m'entendez ? Oui, c'était par rapport parce que donc moi je fais régulièrement de la kiné effectivement. Est-ce qu'on peut avoir un petit rappel enfin, c'est une moyenne, ça dépend des patients évidemment, mais une moyenne sur quels sont les gestes au niveau des par exemple des étirements pour les jambes et les bras,
qui sont essentiels, en fait, histoire d'avoir un retour des autres familles, savoir si, moi, ce que je fais avec une kiné, est-ce que, par exemple, il y a des choses qu'on aurait pu oublier, ou c'est essayer de voir quelles sont la fréquence de séance, des choses comme ça, pour que je me rende compte un petit peu des familles, comment ils vivent ça, par exemple. Merci. Merci Julien, que j'ai appelé Louis juste à l'instant. Pardon, excuse-moi. Est-ce que quelqu'un veut répondre ou est-ce que je voulais que je réponde sur les étirements hein, en tant que tel? Est-ce qu'on peut balayer le diaporama à la vitesse de l'éclair, juste s'il vous plaît, pour qu'on puisse encore un peu, peut-être juste avant. Non, juste essayer de remonter. Je pense qu'on a remonté au moins de 2 dias. Encore un petit peu. Voilà. Sur les étirements. Je pense que ça va être très très dépendant du bilan. La première chose, c'est que c'est difficile de donner des recettes de cuisine. Moi, je suis un peu contre les recettes de cuisine. Je pense que le kiné, il a d'abord, il doit faire des bilans et puis ensuite de ces bilans, il pose des hypothèses qui lui permettent ensuite de lancer un certain nombre d'affaires. Après, si on essaie de standardiser un peu la chose, et si on prend l'exemple du patient Duchenne, par exemple, il y a quand même, on est donc à l'âge adulte, on s'affranchit de la croissance, donc tous les étirements au niveau rachis seront peut-être beaucoup moins prégnants, sauf au niveau de la région cervicale. On sait à quel point la région cervicale va récupérer des tensions et qu'il est nécessaire d'aller mobiliser, masser cette région cervicale et éviter des attitudes vicieuses en extension du rachis qui favorisent en plus des troubles de déglutition. Donc l'idée, c'est conserver de la mobilité au niveau cervical. Et au niveau des 4 membres, il y a effectivement des muscles clés. Sur les membres supérieurs, il y a évidemment tout ce qui favorise la fonction de l'appréhension. Donc, il va falloir étirer les fléchisseurs des doigts, fléchisseurs de poignets, fléchisseurs de coude. Ça, c'est des points essentiels. Et puis après, être prudent sur la mobilisation de la gléno-humérale, qu'on sait être relativement hypermobile. Et voilà, c'est essentiellement ces muscles fléchisseurs, je pense, si on devait répondre au niveau du membre supérieur. Et sur les membres inférieurs, eh bien, ça répond aussi aux problématiques de positionnement, donc avec souvent des ischio-jambiers, des triceps suraux à étirer, mais qu'on n'étire pas de façon unique en général, et c'est une des spécificités quand même de la dystrophie, du fait de cette atteinte structurelle, la nécessité au préalable d'être sur une sorte de massage mobilisation et pas du tout sur un étirement à froid, essayer de masser. On parle de la question, le sujet du topo aujourd'hui, c'est la kiné en question. Il ne faut pas oublier qu'on est des masso-kinésithérapeutes, hein, et que le côté massage dans la dystrophie, des fois on l'oublie un peu, mais elle est essentielle dans la prise en charge orthopédique au préalable et pour la gestion de la douleur aussi d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Julien, mais voilà. Et la verticalisation aussi, est-ce que la verticalisation régulière peut préparer les étirements de la kiné? Alors, j'aurais tendance à penser que je ne sais pas si elle prépare. Ce que je sais par contre, c'est que tout ce qui permet de favoriser le mouvement et faire de la kinésithérapie sans kinésithérapeute, on va dire, est intéressante. Donc, de l'activité avec un joystick en jouant à la PlayStation jusqu'à la verticalisation, tout ce qui crée du mouvement est à prioriser, avec le kiné, avec l'ergo et avec tout le monde. Je passe la parole à Nicolas. Terminé. Juste, Alors, pour répondre à ta question, Julien, je pense que ici tes questions sont assez précises et demandent une action ou une thérapie bien précise. Je pense qu'il ne faut pas oublier tout l'aspect évaluation, et je pense que ce qui fait l'expertise du kiné, ce qui fait aussi la richesse du traitement en kinésithérapie dans les pathologies de Duchenne et Becker, c'est
tout l'aspect évaluation et de s'adapter à la fatigue du patient, au moment où on va réaliser les séances de kinésithérapie et les différents exercices. Et donc, du coup, c'est dur de donner une réponse très précise parce que je pense que la première chose, c'est regarder quels sont les besoins du patient, quels sont les besoins à un moment bien précis. Tu as parlé d'hospitalisation et je pense que clairement en période péri-opératoire ou péri-hospitalisation pour une infection ou pour une autre intervention, tout va être en fait modifiable et c'est pour ça que on parlait de 30 minutes de kinésithérapie pour faire et de la mobilisation et de la kiné respiratoire, mais j'ai envie de dire évaluer son patient et pouvoir avoir la prise en charge la plus millimétrée pour les besoins du patient. Et les besoins du patient, vous le voyez tous les jours à domicile. D'un jour à l'autre, on peut être plus raide, on peut avoir passé une journée plus contraignante parce qu'on a dû aller faire des tests ou des examens, on a dû aller à l'école, etc. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment important de penser vraiment à cet aspect-là aussi. Et malheureusement, on ne peut pas avoir des réponses toutes faites parfois pour certains exercices. En fait, je pense que est-ce que ça concerne aussi le Becker? En fait, oui, mais encore une fois, comme le dit Nicolas, je pense que l'intérêt, c'est pas vous proposer des tips tout faits. Il y a l'idée du bilan, elle est essentielle, et j'irais même presque plus loin. C'est que le bilan, il est fait par le kiné, évidemment, mais en fait, le patient, c'est lui l'expert, et moi j'ai l'impression que si on parlait par exemple, si on s'était orienté sur la gestion de la douleur, sur l'adaptation du patient dans son fauteuil, je crois pas être dans la capacité de pouvoir imaginer des fois les solutions que peut proposer le patient. Et il y a mais vraiment un nombre de fois incalculable où j'ai fait un bilan. Je peux même parler de la kiné respiratoire. J'ausculte, je vous donne un exemple. Le patient, il est encombré plutôt à droite. Stratégiquement, je mets mes mains sur le côté droit, je le positionne parce que j'ai l'impression que c'est la zone à mobiliser pour le désencombrer. Et le patient, au bout de 3 minutes, me dit si tu veux bien, je veux bien que tu te mettes de l'autre côté et qu'on fasse exactement l'inverse. Ok, donc d'abord, je suis un petit peu vexé parce que je pense que l'hypothèse est pas valable. Et puis, j'y vais quand même en me disant je vais faire plaisir au patient. En fait, oui, ça fonctionne. Donc, ce que je veux dire, c'est que le bilan, et c'est très très vrai, je pense, dans la myopathie. Les patients se connaissent tellement bien que souvent, c'est pour ça qu'il faut encore plus de temps que n'importe quel patient. C'est que il y a une nécessité d'écoute. C'est vraiment un travail d'équipe. Le nombre de fois où on me dit, moi, mes patients qui sont allongés dans des lits pour des questions, malheureusement, de problématiques respiratoires, qui vont me dire, est-ce que tu peux juste me déplacer un peu le bassin? Je vais tirer peut-être le drap ou juste le bassin de 3 mm, et le patient va faire, oh là, merci, franchement, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai aucune idée sans lui, j'aurais aucune idée de cette stratégie-là. J'aurais fait forcément autre chose, quoi. Donc oui, je pense que on peut pas vous donner de recettes très précises pour chaque situation. Un peu plus peut-être pour le patient Duchenne, parce que il y a quand même des rétractions qu'on retrouve de façon beaucoup plus stéréotypée, on va dire. Et pour le patient Becker, effectivement, c'est le bilan qui prévaut et qui va nous donner un peu des pistes. Et c'est un jeu de pistes. Avec le patient, on essaie de trouver. Moi, j'ai l'impression d'être Sherlock Holmes, en fait, sur les douleurs notamment. Le nombre d'hypothèses qu'on peut poser sur une douleur avant de trouver une vraie solution, on va faire de l'essai-erreur, c'est sûr, et on va le faire avec le patient, quoi. Voilà. Tu veux? Oui, pardon. Bonjour, je voulais juste poser une question. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Moi, mon fils, sa tête est tombée. Alors, elle est tombée d'un coup sur le côté. Et le kiné, au début, il lui a dit que ce n'était pas nécessaire de mettre une minerve parce qu'il espérait qu'avec des massages, il allait la redresser.
Mais malheureusement, il n'en est rien. Maintenant, il a eu à l'hôpital une attelle qui lui redresse la tête sur le côté. Et parce que vous avez parlé des cervicales, est-ce que il lui faut des massages encore par rapport à son cou? Là, je pourrais sur la notion de positionnement de la tête ou d'une tête qui serait tombante, il faut peut-être différencier les capacités motrices. Donc l'idée, c'est est-ce que la tête est tombante parce qu'il y a une attitude vicieuse qui s'est installée et qui a créé un déficit de mobilité et une tendance à une posture, ou est-ce que c'est un déficit de force musculaire? Si c'est un déficit de force musculaire, à mon sens, le massage ne va pas améliorer les choses. La première chose à faire, c'est réfléchir sur le positionnement, une stratégie de positionnement, soit avec une minerve, mais déjà peut-être, enfin, Élise, peut-être que... Oui, mais pas qui va pas en cervical. En fait, c'est ça. Souvent, l'arthrodèse, elle s'arrête au niveau des premières dorsales. Et donc, toute la région, c'est pour ça que je parlais de la région cervicale. La région cervicale est libérée de l'arthrodèse et récupère quand même un certain nombre de tensions. Donc, soit c'est des tensions qui s'accumulent avec des déséquilibres musculaires qui créent un enraidissement. Et dans ce cas-là, on peut masser et essayer de favoriser le mouvement de la zone en question. Soit c'est un déficit de force. Et dans ce cas-là, il y a la pesanteur qui ne peut plus être soutenue par les haubans musculaires. Et dans ce cas-là, ce n'est pas les massages ou la mobilisation qui vont réellement aider, c'est plutôt la position la plus adéquate avec des aides techniques au fauteuil. Maintenant, on a vraiment des solutions. Alors, franchement, je passerai volontiers la main à Élise sur ce point-là. Et après, sur des minerves, à ma connaissance, mais on peut enfin, j'ai peu de patients qui portent des minerves de façon... parce qu'on sait bien que les minerves, c'est très bien, mais comme ça maintient, ça diminue encore la force musculaire. Et si la cause, c'est la force musculaire... Oui. Oui. Alors là, franchement, c'est tellement un cas particulier. J'ai du mal à penser qu'on puisse... D'accord. Alors, la vraie solution, en fait, ça serait d'abord de pouvoir faire un bilan. Encore une fois, on revient, parce que c'est difficile de pouvoir en parler à distance, mais je comprends. J'aurais du mal à répondre sans pouvoir voir avec lui la cause, en fait. Mais Nicolas? Ouais, ce qui est vraiment important là dans cette situation, c'est ici sans voir votre fils, c'est impossible à dire. Et de nouveau, il faut voir, est-ce que c'est dû à une rétraction? Est-ce que c'est dû à une faiblesse? Est-ce que c'est un mauvais positionnement dans la voiturette ou autre? Et donc du coup, il faut voir aussi la globalité parce que parfois, il ne faut pas regarder juste au niveau du cou et juste au niveau de la tête tombante, mais peut-être que c'est aussi dans toute la posture et dans l'installation. Donc, du coup, ça, c'est impossible sans voir votre fils, mais ça vaudrait le coup en tout cas d'investiguer et peut-être de voir au-delà de simplement on met une minerve ou simplement on fait des massages. De nouveau, il faut évaluer la situation, évaluer la globalité du positionnement de votre fils. Et après, nous, en tant que kinésithérapeute, on a une boîte à outils et après, en fonction de notre évaluation, on va prendre les différents outils. Peut-être que l'outil minerve n'est pas forcément indiqué ou l'outil massage n'était pas ce qu'il y a à régler. Après, c'est difficile comme ça. Mais par contre, ça vaudrait peut-être le coup d'aller plus loin, de voir peut-être un orthopédiste, de voir un médecin physique. Ouais. Ouais. Mhm.
encore une fois, on voit bien l'importance du réseau et de la. Pardon. Sur ce genre de problématique, on voit bien à quel point chaque patient répond à des problématiques spécifiques, une prise en charge individuelle, que la prise en charge à distance, elle a ses limites, et qu'il est nécessaire de rapprocher encore un peu plus les patients des thérapeutes pour pouvoir répondre à tous ces questionnements. Après, là, il y a un point quand même qu'il faut évoquer, c'est que la kiné, elle traite des symptômes, et ça, il faut qu'on en soit conscient. Nous ne sommes pas nous ne traitons pas directement de l'atteinte musculaire, et ça crée une frustration pour les kinés. Et c'est pour ça qu'il y a des kinés qui sont très à l'aise avec ça et qui sont prêts à s'investir dans la prise en charge, en sachant très bien que nous sommes des thérapeutes plutôt symptomatiques, où on peut faire de la prévention. Et puis, on est plus largement avec des patients avec qui il se passe autre chose. Je pense qu'on a une posture où, comme vous disiez, on est un peu plus que des techniciens. Mais par contre, il y a malheureusement aussi des situations où nous ne pouvons pas proposer des solutions pour améliorer la situation. Il faut savoir aussi se désengager et passer la main, ce qui n'est pas forcément ce qu'on préfère, hein. Et ça c'est sûr. Mais c'est important de le dire, que ça soit de la kiné respiratoire jusqu'à la prise en charge orthopédique. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot encore ? Je pensais à vous. On avait, ou alors je voulais juste retémoigner d'un point. Vous avez commencé par ça. J'aimerais qu'on puisse juste réaffirmer le fait que l'ergothérapeute, le kiné, on est l'interface entre le monde médical et le patient et la famille. On est vraiment on est des techniciens. Je crois que les choses s'améliorent. On propose un certain nombre de choses avec des bilans. Et puis, il se joue autre chose aussi dans notre prise en charge. Et comme vous me disiez, on s'était eu au téléphone, dire le kiné, il fait un peu partie de la famille aussi. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à cultiver aussi, au-delà de l'aspect technique, ce lien qui quand même crée une interface qui est, pour moi, essentielle dans le rôle du kiné, et qu'on n'a pas peut-être beaucoup évoqué aujourd'hui, mais qui est importante. Complètement. Et en fait, ce que je voulais dire, pour nos adultes qui se lassent un petit peu de ces prises en charge, il y a il y a des ruptures. Attention. Il faut surtout maintenir parce que c'est très important pour votre bien-être, et puis l'évolution de la maladie. Donc voilà, c'est toute cette approche, et c'est vrai que lorsqu'ils arrivent après l'adolescence, l'âge adulte, il y en a ras-le-bol, quoi. Et à un moment donné, il y a la maladie est là, il y a des régressions au niveau des gestes de plus en plus, et bon, voilà, il faut tenir bon, et puis se dire et puis c'est vrai qu'il y a un bien-être après, quoi. Il y a un bien-être, il y a des douleurs qui sont moindres, il y a il faut avancer comme ça, et puis c'est vrai que la relation, j'en reviens toujours, hein, pour moi c'est hyper important. Alors c'est vrai que les passages à l'hôpital, on rentre à la maison, il y a de nouvelles données, il faut remettre dans l'organisation tout un ensemble de choses qui font que, bon voilà, mais le kiné, il est toujours là, et c'est très important de maintenir ces séances de kiné, quoi. Très important. Je crois qu'on va conclure cet échange. Ah oui, pardon. D'accord. Julien, peut-être... Juste pour une petite conclusion rapide. Par rapport à ce que disait Madame, c'est vrai que dans l'enfance, avec les opérations chirurgicales, la mise en place du fauteuil, les attelles,
ça nous semble interminable et très 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 dur. C'est dur d'ailleurs, mais je pense que quand on arrive après l'adolescence, moi j'ai tendance à dire qu'à 16 ans, si on a réussi à faire ça, entre guillemets, ça part bien. Mais c'est vrai que cette dureté, il faut vraiment dire aux familles que c'est un passage à passer qui dure, certes, mais le bienfait après dans la vie d'adulte est quand même très important et prolonge l'espérance de vie et aussi, évidemment, ça dépend des atteintes, hein. Un cas fait pas l'autre, mais quand même déjà une fois qu'on est passé par ces opérations-là, certes c'est très dur, mais il y a quand même un gain de qualité et de durée de vie assez important, même si on a la mort aux trousses et ça va jamais assez vite, mais c'est dur, mais honnêtement, le bénéfice est beaucoup plus important que même si le risque est grand. Donc, je suis content d'avoir pu un petit peu parler à toutes les familles qui sont là, pour les professionnels de santé. Je vois que je suis pas seul dans mon combat et je pense que tout le monde a bien compris ça. Donc, merci aussi pour la qualité du débat. Merci Julien, merci à tous. Je pense qu'on va conclure donc cet atelier qu'on pourra poursuivre tout à l'heure autour du repas ou autour d'un café.